je suis pris là, je rappelle. Hein. Là. Bon, alors donc, on y va? Oui. Donc, il y a un capital de connaissances du monde social qu'on hérite de son milieu, de son expérience sociale, etc. Bon, alors c'est exactement comme ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas faire de la sociologie avec ça, mais c'est pas mal d'avoir ça, à condition de savoir le convertir en problématiques scientifiques, en mise en garde, etc. Bon, alors mon expérience sociale, qui était un peu de ce type, où je connaissais, bon, j'ai eu un monde, enfin, qui n'était pas le monde intellectuel parisien. Bon, ça a été redoublé par mon expérience de l'Algérie, où j'ai donc fait des enquêtes en situation dangereuse, quoi, où oui, selon, je pense, et ça m'est arrivé 2-3 fois, selon la réponse que je donnais, je pouvais m'en tirer vivant ou mort, quoi. Bon, selon la manière de poser les questions, etc. Je n'avais pas d'autre protection dans une situation de guerre civile, de guerre de libération. J'avais pas d'autre protection que ma bonne tête et ma manière de me présenter, de faire attention, bon, voilà. Bon, et ça, je crois que ça m'a beaucoup appris. Il y a beaucoup de choses qu'on lit dans les livres de méthodologie, ou qu'on ne lit pas dans les livres de méthodologie, parce que évidemment l'essentiel n'est pas dit. Je l'ai appris comme ça, parce qu'il fallait réfléchir à tout, parce qu'il fallait faire attention à tout. Bon, on avait des discussions qu'on pourrait dire presque métaphysiques, enfin, bon, sur ce que c'est que de faire la science, sur ce que c'est, puis tous les jours, on restait dans des problèmes, bon, voilà. Alors ça met du plomb dans la cervelle, quoi. Ça fait beaucoup réfléchir. Moi, je pense que j'ai vécu sur un capital énorme de savoir. J'ai vieilli très vite, voilà, c'est-à-dire voilà, par rapport à un jeune sociologue qui aurait fait sa petite enquête peinard sur les profs dans un CEG, voilà, j'ai vieilli. Bon, alors ça, et du coup, j'ai eu beaucoup de problèmes qui sont sortis de là, quoi, beaucoup de questions. J'ai vécu en gros sur le capital pas d'idées, mais de problèmes que j'ai ramassés à cette époque-là. Voilà. Voilà, je crois. Ça a été important. Alors, évidemment, l'autre chose aussi, j'ajoute ça comme ça fera. Je pense pour votre truc, ça fait très bien. C'est que j'ai eu l'idée, comme je travaillais sur la Kabylie et que je voyais beaucoup d'analogies avec le Béarn, enfin, les structures familiales, les rapports entre les sexes, etc. Je me suis dit, pour ne pas utiliser mon expérience de manière sauvage, il faut que j'aille étudier mon village. Voilà. Voilà. Comme j'étudie la Kabylie. Alors j'avais deux objectifs. D'abord de contrôler cette expérience, bon, et puis aussi d'étudier ce que c'était que de passer de l'expérience indigène à l'expérience savante. Qu'est-ce que ça fait, quoi. Bon. Et alors je disais à l'époque, c'était l'époque où Lévi-Strauss avait fait Triste Tropique, c'était le livre que tout le monde lisait, etc. Moi j'ai dit, je vais faire Triste Tropique à l'envers, c'est-à-dire je vais faire un retour au lieu d'aller chercher très loin. Chez moi, le moins exotique possible. Je vais rendre exotique le banal. Quoi. Et alors j'interviewais des copains à moi. Bon, et très souvent, je savais la réponse. Je savais la réponse. Donc, qu'est-ce que c'est ça? On se dit, bah oui, c'est marrant. Qu'est-ce que c'est que de poser une question quand on sait la réponse? Ça veut dire que dans d'autres cas, on la pose, on ne sait pas la réponse. Mais voilà. Donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et puis, ce que c'est que... Alors, en fait, d'ailleurs, les types, je m'aperçois très vite, ils savaient l'essentiel. Ils savaient m'expliquer. Et pourtant, ils ne savaient pas comme moi. C'est pas pareil de savoir abstraitement. Bon, les filles veulent plus aller à la campagne, je sais pas quoi. Et puis, voilà. Bon, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur les deux, quoi, sur le fait d'être ethnologue, sur le fait de... Et ça m'a... Une autre chose, enfin bon, je pourrais continuer là-dessus. Une autre chose, c'est que quand on vient d'un petit milieu et d'un pays dominé, on a forcément de la honte culturelle. Moi, j'avais la honte de mon accent que j'avais corrigé, etc. Je passé par l'école normale. Ça. Quand je descendais dans mon pays, ça, Pierre Carl va très bien comprendre, quand j'arrivais à Dax, que j'entendais l'accent, ça me faisait horreur. Vraiment horreur. Et encore aujourd'hui, j'entends certains accents à la radio, ça me fait physiquement horreur. Alors c'est l'accent que j'avais.
Hein. J'entends, dernièrement à la radio, j'entendais Tillina, qui est un écrivain chiracien, qui parle avec l'accent de Brive. J'ai envie de le tuer. Enfin, ça me fait horreur. Bon, pas seulement parce qu'il dit. Alors ça c'est une forme voilà, de violence symbolique. C'est un truc... bon, une autre fois, j'ai entendu à Toulouse, c'était un chanteur d'avant-garde, un type qui faisait de la poésie d'avant-garde, avec l'accent de Toulouse. C'était terrible, terrible, terrible. Oh, Toulouse. Bon, c'était vraiment terrible. Bon, moi, je ne devrais pas. Hein. C'est mon boulot de comprendre ça. C'est mon propre accent. Or, je ressens ça comme affreux. C'est pas possible de faire de la poésie d'avant-garde avec cet accent. Voilà. Alors, je vais me faire tuer par les Occitans, mais enfin, ça fait rien. Est-ce que je peux vous couper un peu? Oui. Pour faciliter après, oui, après mettre les... Oui. Bah, ça dépend des moments. Il y a des moments où je suis en raisonnement. Non, je sais. Et alors je suis en... Regardez, j'ai peur que vous me coupiez parce que je me dis, oh là là, j'ai un truc. Non, mais d'autres fois, c'est possible. Parce que quand vous êtes comme ça, vous avez déjà reçu plusieurs questions. Mais voilà, je sais. Ou même vous avez répondu d'autres que je n'ai même pas posées. Je sais. Oui. Et que ça me permettra de les poser après. Oui, je sais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un truc que je dis au début. Et je développe et je suis obligé d'aller jusqu'au bout où je retrouve ce que j'ai dit au début. Donc c'est pas facile. J'ai une... C'est la même. Je donne la mienne puis je prends Merci. Et on va changer complètement de sujet. Oui, on change, on y va. On va parler des femmes. Le concept de violence symbolique est l'un de ceux dont vous faites usage. Pourriez-vous nous parler un peu de ça? Oui, alors, bon... Et la domination. Oui, la domination. En fait, il y a le problème de la sexualité, le problème de la domination. Par exemple, c'est un très beau travail que j'ai cité. C'est une sociologue américaine qui a étudié l'usage différentiel du téléphone chez les hommes et chez les femmes. Bon, voilà. Et alors, elle montre que c'est des femmes qui utilisent beaucoup le téléphone, beaucoup plus que les hommes. Et on leur dit évidemment que les femmes sont bavardes, qu'elles passent leur temps au téléphone, qu'elles ne font que ça, etc. Bon, en fait, elle a observé statistiquement, elle a mesuré, tout ça, et elle montre que c'est tout à fait normal, parce que dans la division du travail domestique, dans la famille, les femmes ont une fonction admise inconsciemment, hein, qui est d'entretenir les relations, ce que j'appelle le capital social de la famille, de l'ensemble de la famille, et elles entretiennent les relations non seulement avec leur propre famille, mais avec celle de leur mari. C'est elles très souvent qui font les coups de téléphone, qui font les cadeaux, qui font les trucs d'anniversaire, qui se rappellent, etc. Bon, voilà. Alors voilà un exemple, c'est un tout petit exemple, mais le problème c'est d'attraper toutes ces observations. L'observation du comportement entre un gynécologue et une femme, des tas d'observations très belles. Il y a d'ailleurs de très beaux travaux qui ont été faits souvent, autant par des hommes que par des femmes, des très beaux travaux. Et moi, j'ai voulu essayer de montrer qu'il y avait une cohérence entre ces choses-là. Alors, le principe de la cohérence, c'est que c'est une domination d'un type très très particulier qui ne repose pas, quoi qu'on en dise, sur la violence physique. Bien sûr, il y a des femmes battues, je connais les statistiques, etc. Bien sûr, elle ne repose pas seulement sur la violence économique, c'est-à-dire sur le fait que les femmes travaillent en moins, sont moins libres de quitter le foyer, etc. etc. Bon, elle repose sur ce que j'appelle la violence symbolique, c'est-à-dire cette violence qui résulte du fait que les gens ont dans la tête des principes de perception, des manières de regarder, qui sont le produit de la relation de domination. Autrement dit, elles collaborent en quelque sorte, entre guillemets, à leur propre domination. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont idiotes, etc., et qui suffit. Bon, ça veut dire que toutes les structures sociales, dès l'enfance, dans la famille, à l'école, etc., les portent à incorporer, à intérioriser le rapport masculin-féminin. Voilà. Et donc, pour faire une lutte subversive, il faut prendre acte de ça. Alors évidemment, ça a l'air conservateur. C'est exactement la même chose que pour l'éducation. On va dire, ah, Bourdieu, il est conservateur. Il dit que les femmes sont dominées et qu'en plus, elles contribuent à l'avoir.
c'est affreux, c'est pas machiste. Bon. Alors moi, je dis non, il faut prendre acte du fait que c'est comme ça, bon, pour trouver les moyens. Alors, bon, où est-ce que ça se reproduit? Ça se reproduit à l'église, ça se reproduit dans l'État, ça se reproduit à l'école. Bon. Et donc, il y a des lieux de lutte. Bon, on peut assigner des objectifs, au lieu de dire... alors que le féminisme, il dit où elle est la lutte? Dans le foyer domestique. Alors, on va lutter avec le mari, tu fais la vaisselle, etc. Oui, c'est pas mal. Mais c'est pas en tout cas, c'est pas le seul lieu de lutte. Il y a d'autres lieux de lutte beaucoup plus importants. Et par exemple, il y a des luttes politiques, bon, pour la sécurité sociale, etc. Bon, l'exemple que j'ai découvert tout à fait récemment après avoir fait mon livre. Bon, je dis toujours, il y a une main droite de l'État et une main gauche de l'État. La main droite de l'État, c'est les finances, le budget, voilà, tout ce qui est régalien, ce qui est masculin, bon, hein. Et puis il y a le féminin. Alors c'est quoi? C'est les hôpitaux, c'est les crèches, c'est l'école, c'est voilà, bon, c'est le social, non? Et évidemment, dans la hiérarchie des ministères, bon, le masculin domine le féminin, comme partout, hein. Le ministère des Finances domine le ministère des Affaires sociales. Bon, le contrôleur budgétaire domine tout le monde, etc. Bon, cela dit, actuellement, ça c'est un truc que vraiment j'étais très content quand je l'ai trouvé. Quand on dit qu'on va détruire le public, on détruit le domaine où il y a des femmes. Bon, c'est dans les hôpitaux, les ASA, bon, et le domaine dont bénéficient le plus les femmes, c'est-à-dire les services sociaux, l'assistance, les crèches, etc., etc. Voilà, bon, donc ça donne une ligne politique. Et je vous assure que pour un mouvement féministe, s'il mettait ça au lieu de faire des blabla, ça donne une ligne politique. Nous avons parti lié avec l'État. Nous avons parti lié avec l'État, enfin avec l'État social. Bon, hein. Doublement, bon, en tant que nous en participons, nous avons plus de chances d'être infirmières que les hommes, nous avons plus de chances d'être profs que les hommes. D'ailleurs, en même temps, les profs, c'est des femmes. Hein. Nous avons plus de chances, etc. Bon, donc, nous devons défendre l'État. Et nous avons plus de chances d'y avoir un job et en plus d'en bénéficier. Parce que c'est nous qui avons besoin. Enfin, voilà. Voilà un exemple. Bon, et voilà. Voilà, en gros. Alors, évidemment, du point de vue de... C'est pas du tout les idées reçues. Et bon, alors, toute la vision... Enfin, bon, je m'arrête quand même là. Oui.